Voilà, c'est un projet qu'on essaie de mettre en place depuis avril. On n'a pu faire que 2 réunions. Alors, ici sur la fiche que j'ai préparée, on peut voir clairement nos objectifs. Donc, améliorer les compétences des élèves parce qu'il faut savoir que dans notre école, il y a l'allemand. L'allemand, c'est une langue officielle de la Belgique. Très peu de gens le savent, mais c'est le cas. Chaque année, j'ai seulement 7 élèves, donc c'est vraiment très peu. On essaie un petit peu d'attirer les élèves parce que tout le monde pense que l'allemand, c'est très très compliqué, on ne peut pas apprendre, ça ne sert à rien. Donc voilà, on essaie d'un petit peu améliorer ça. On voulait tenter un peu les classes mutuelles. C'est-à-dire qu'on travaille d'une manière verticale. Les grands, qu'on peut appeler donc nous, chez nous, c'est les cinquièmes et les sixièmes, ceux qui vont bientôt terminer, donc vous dites terminale, je crois. Et alors, moi, mes élèves sont les débutants, les première année et deuxième année. On les met ensemble pour créer des projets. C'était quoi le dernier qu'on vient de faire? On a eu l'idée de faire préparer un menu. Vous pouvez voir une affiche orange au milieu, c'est fait par les élèves avec Canva. Je ne sais pas si vous connaissez le programme, c'est assez chouette. Et mon affiche est aussi c'est fait par Canva. Et donc les élèves de troisième année ont préparé plusieurs exemples exercices dans Quizlet, Learning Apps. Ils ont préparé des capsules vidéo. Tout ça pour introduire le vocabulaire sur la nourriture, les aliments en allemand. Ensuite, tout ça, on partage, donc les élèves de troisième partagent tout ce qu'ils ont créé sur Edmodo, c'est la plateforme éducative que vous connaissez certainement. Mes élèves, on reprend tous ces documents-là, ils commencent à travailler, ils apprennent les mots de vocabulaire, ils font des exercices. Et à la fin du compte, donc on passe bien un mois comme ça, voilà, c'est équivalent à 8 à 10 séquences de cours. Et alors on se réunit et vous pouvez voir l'image au-dessus, c'est ma classe. Et vous verrez qu'il y a des Fanta et Coca-Cola, parce qu'on a essayé de faire une boisson connue en Allemagne, je ne sais pas si vous connaissez, Spezi que ça s'appelle. C'est un mélange de Fanta et Coca-Cola. Il faut aimer, voilà. Et alors, l'objectif, c'est de, voilà, chacun présente ses posters, ses affiches en allemand, on se présente. Les élèves doivent choisir quel est le meilleur menu, qu'est-ce qui peut convenir. Et à la fin du compte, on vote. Et tout ça, les professeurs, on est en arrière, on écoute ce qui se passe en classe. Et on évalue aussi les discussions. Et à la fin du compte, ben, on passe comme ça 2 heures ensemble. Et c'est vraiment chouette comme idée parce qu'on s'est rendu compte qu'après cette activité, on voyait les grands discuter dans le couloir avec les petits, demander s'ils ont besoin d'aide. Donc ce genre de choses assez conviviales qu'on aimerait bien voir dans chaque école, au lieu de pousser dans les couloirs, ben, ils commencent à se demander comment ça va. Et on aimerait bien continuer l'année prochaine sur notre lancée parce qu'on a fait, comme je vous disais, que 2 réunions. Et voilà ce que je peux vous dire. Super. Bah, c'est vraiment super intéressant. Du coup, si vous avez des réactions, vous les écrivez sur le chat ou vous pouvez demander à prendre la parole pour poser des questions à Younous. Ah, vous non. C'est toujours gênant, c'est pas grave. Ah, ok. C'est sûr que c'est toujours plus compliqué de poser des questions. Je trouve que c'est le format de la classe virtuelle ne donne pas forcément la possibilité de poser Oui, des questions quand on peut les écrire. Moi, j'avais une question pour toi qui n'était oui, pas forcément sur ce projet-là, mais qui était plus. Donc, du coup, en Belgique, vous enseignez plusieurs disciplines. oui. Ou Les c'est uniquement professeurs de par. langue. C'est surtout pour les professeurs de langue. Nous, on enseigne toujours 2 langues. On doit apprendre à l'école déjà 2 langues, donc on ne peut pas choisir, par exemple, anglais et histoire, malheureusement. C'est le cas, je crois, en Allemagne, on peut choisir 2 matières, mais ça peut être ce que vous aimez le plus. Donc on dit toujours qu'on a 2 langues, une qui est forte, l'autre qui est faible. Et on travaille non seulement pour nos cours, mais on essaie d'être vraiment à jour euh, dans les langues. Voilà, moi je vis en 4 langues tous les jours. C'est parfois un peu compliqué et fatigant, mais ça a son côté intéressant aussi.
Si je peux me permettre, moi, ce que je trouve intéressant dans votre fonctionnement, c'est que du coup, alors là, c'est technique, hein, c'est pour les profs de langue, mais du coup, dans les nouveaux programmes en France, il y a une activité langagière qui a été plus ou moins rajoutée de manière explicite, qui est la médiation. Et du coup, je trouve que ce que vous faites en Belgique déjà, sur la médiation, vous êtes déjà en avance parce que en mélangeant plusieurs langues, je trouve que du coup, c'est plus facile pour les élèves, je trouve, de faire des liens entre les langues. Alors qu'en France, j'ai quand même cette impression que les élèves cloisonnent beaucoup les disciplines et même les langues, ils les cloisonnent. Du coup, moi, je suis vraiment intéressé par votre fonctionnement sur cette idée de pouvoir passer d'une langue à l'autre. Je trouve que du coup, ça donne aux élèves plus l'idée je trouve, de faire du lien entre les disciplines. Oui, peut-être seulement, voilà, il y a très peu de, on manque toujours de professeurs parce que c'est vraiment très très compliqué parce que souvent, bah voilà, le français c'est la langue maternelle de côté Wallonie, mais voilà, on connaît un petit peu une des trois langues parce qu'il y a le flamand, l'allemand et l'anglais qui vient parce que voilà, c'est international. Et souvent, quand on démarre les études supérieures, on connaît un peu, vous voyez, donc de ces études secondaires. Et alors, c'est très difficile. Alors, c'est pas très attirant pour les jeunes. Par exemple, dans mon école, on est seulement deux professeurs d'allemand, hein. Vous allez me dire, pour 7 élèves, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est aussi un petit peu, ça décline aussi. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre une langue et une autre matière qui peut nous intéresser, être vraiment fort dans une de ces langues-là? C'est vraiment la question qu'on se pose. Mais voilà, c'est parti dans cette idée-là. J'imagine qu'ils ne veulent pas le changer. On peut accéder au métier pour devenir professeur de secondaire seulement en faisant 3 années d'études. Mais maintenant, ça va devenir 4 ans parce qu'on se rend compte que beaucoup de professeurs n'ont pas le niveau quand ils sont devant la classe. Et ça, c'est un petit peu dramatique, évidemment, vous pouvez comprendre. Donc, il faut un petit peu quand même savoir ce qu'on dit. Et donc, je ne sais pas si on est plus libre. Je vois ici les commentaires. Voilà, ça a ses difficultés. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, bah, ça roule pour vous. Mais ceux qui ont un peu de difficultés peuvent avoir aussi beaucoup de problèmes. Voilà. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je trouve que c'est une approche assez séduisante de pouvoir avoir plus d'ouverture, je trouve. Donc Et j'ai une voilà, question, non, moi. vraiment super, vraiment. Oui. En France, les élèves apprennent combien de langues étrangères alors au niveau secondaire? Basiquement, ils en ont deux. Ils peuvent certains prendre une troisième langue. Donc, je vois dans mon lycée, ils peuvent prendre néerlandais, LV2, LV3. Mhm. Mais en général, c'est deux langues. Et après, il y a une troisième qui est plus une option. Eh ben, c'est pareil pour nous aussi, ça. C'est pareil. Mais pas dans chaque D'accord. école. Dans mon école, les élèves ont une seule langue. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Parce que c'est une école technique et professionnelle. Donc, ils choisissent une des langues et c'est parti comme ça. Donc, du coup, quand tu dis technique et professionnelle, chez nous, enfin, si je m'abuse, peut-être que d'autres, peut-être qu'on s'est dit, ah, plus, ça ressemble un peu à ce que nous, on a dans le lycée professionnel. Du coup. Bah, je suppose, voilà, première et deuxième année, donc de 11 à 13 ans, tout le monde reçoit la même éducation, disons. Et à partir de troisième année, bah, ils choisissent des sections. Mais maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, on fait le pacte d'excellence. Et on aimerait que ce choix se fasse à partir de quatrième et qui crée beaucoup de débats chez nous parce que voilà, les jeunes, est-ce qu'ils veulent vraiment rester? Ils doivent apprendre le latin en plus, donc ça serait obligé pour tout le monde. Donc il y a pas mal de débats pour le moment, mais voilà, ça a été voté et ça va rentrer progressivement en vigueur. Et voilà, mais les écoles vont être obligées d'un petit peu changer. Moi, mon école, l'accent est donné plus dans les métiers. On a agriculture, équitation, les métiers de la nature. Et donc c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule langue, tandis que dans un Athénée, bah, il peut y avoir jusqu'à 3 langues, comme chez vous alors. Voilà. Du coup, l'Athénée, ça correspond à notre lycée général, je pense. Je pense Je qu'on peut pense. comparer notre Athénée à votre lycée général. Non, mais c'est C'est vraiment super compliqué en intéressant et Belgique, tout est ça fait partie aussi compliqué. de. Oui. Bah, je sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, c'était ça qui était intéressant aussi sur ton identité, c'était de pouvoir avoir ce regard extérieur aussi de ce qui se fait ailleurs, parce que je pense qu'on peut s'inspirer des choses ailleurs, voir si c'est adaptable, transformable, c'est pas toujours évident, mais je trouve que ce regard extérieur il est très enrichissant aussi, parce qu'il nous questionne aussi sur nous-mêmes, et puis du coup, on peut peut-être des fois chercher des pistes de jeu. En tout cas, vraiment, merci Younous pour cette Merci, présentation. merci beaucoup. Super. Tu m'as dit déjà.
Mélanie, est-ce que tu es prête? Ou Ophélie, comme vous voulez, une des deux. Oui, je vais le faire maintenant pendant que les enfants sont calmes. Hop, voilà. Ok. C'est ma deuxième année d'enseignement et cette année, vu que je suis vierge de tout, j'avais envie de tester la classe inversée. Avec l'accord de mes élèves, ils savaient que c'était une année de test. Et j'ai tout fait en collaboration avec eux. C'est-à-dire que chaque activité qu'on a faite, chaque séquence, ça a toujours été en amont validé avec eux. Du coup, j'ai testé et découvert plein de logiciels qui m'ont permis de faire cette classe inversée. J'ai commencé par le Padlet. Le Padlet, c'est l'endroit où il y a absolument toutes les ressources nécessaires pour chaque séquence. Donc, il est rangé en étagères, c'est-à-dire par colonne. Une colonne correspond à une séquence. Et là, il y a toujours toutes les ressources nécessaires pour cette séquence. Donc, dans les ressources, il peut y avoir des vidéos, comme des fichiers, comme de l'audio, des liens internet. On peut y mettre tout ce qu'on veut. J'ai également testé MindMaster, qui est un logiciel de carte heuristique. Et pour le coup, ils ont vraiment adhéré. Donc là, c'est plus pour faire les synthèses des séquences. J'ai pu travailler sous différentes formes. Soit je leur donnais le cours et il fallait qu'ils me fassent la synthèse par MindMaster. Soit je leur donnais rien du tout et il fallait qu'ils se débrouillent pour chercher le cours et faire la synthèse. Et ce qui est intéressant avec MindMaster, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en collaboratif. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que on prend une carte, on inclut toutes les adresses mail de chaque élève, et là, ils le font en live. Donc moi, je projetais au tableau la carte mentale, et puis chacun écrivait et on la faisait en direct. Donc ça, c'était pas mal. Ça a permis aussi d'ouvrir certains débats qui peuvent être très intéressants. J'ai également énormément utilisé Learning Apps, qui est un site où il y a beaucoup d'applications. Donc là, c'est plus sous forme de jeu. Et là, pour le coup, ils ont vraiment adhéré et ne s'en sont pas lassés et ils m'en redemandent. Donc je vais même commencer l'année prochaine la première séquence révision d'une séquence de cette année où il va falloir que eux me créent leurs applications Learning Apps directement. Donc ça, c'est très ludique et franchement, ils adhèrent bien. Edpuzzle a été utilisé pour mettre des questions sur des vidéos prises sur YouTube, par exemple, ou ses propres vidéos. Et on peut arrêter au moment où on le désire et mettre des questions. Et ça calcule, quand on fait un compte classe, ça calcule directement les points. Donc l'élève sait directement où il en est. Il y a quoi comme matériel dans l'établissement? Des PC. Juste des ordinateurs. C'est vrai que pour le coup, j'ai pris toute la salle info toute l'année. Mes collègues me haïssent. Edpuzzle permet de faire des questions dans des vidéos. Ça, c'est vraiment instructif et bien pour des débuts de séquence, notamment. Book Creator, c'est un livre interactif. C'est vraiment un livre, hein, il y a les pages qui se tournent et pour le coup c'est ludique, c'est sympa et ça peut aussi être collaboratif, c'est-à-dire que eux-mêmes créent une page et après vous récoltez toutes les pages et vous faites le book de la classe. Donc ça c'est assez sympa. Et enfin je vous ai mis le guide complet de tout ce que j'ai fait dans l'année avec eux, du début de l'année jusqu'à la fin, avec notamment à la fin le bilan. C'est-à-dire que je leur ai fait un petit questionnaire Google Form classique, anonyme, pour savoir leur ressenti de cette année, sachant que j'avais fait des bilans intermédiaires. Et ce qu'il en ressort, c'est vraiment le fait qu'ils étaient plus impliqués. Il y a eu beaucoup moins d'absents. Parce que le problème en lycée pro, c'est vraiment l'absentéisme. Et donc, ils ont admis que le fait d'enseigner de cette façon leur donnait envie de venir en cours. Le rapport entre prof-élève a également changé. Il y a eu plus de confiance. Eux ont eu plus de liberté. Ils ont été plus autonomes.
Et pour le coup, ça a créé une complicité entre eux et moi que du coup j'ai ressenti également. Donc le bilan de ma classe inversée de cette année est vraiment positif et je reconduirai avec cette classe qui passe en terminale l'année prochaine et je commencerai avec les nouveaux secondes qui arriveront. Donc je vois des petites questions. Alors je vais faire le tour. Oui, Younous, Learning Apps, c'est top. Quel niveau? Alors là, moi, je suis en lycée pro. Je suis en lycée pro, donc j'ai des secondes à la... Non, j'avais des troisièmes jusqu'à la terminale. Donc troisième de 14 ans jusqu'à la terminale, ils ont 20 ans. À n'importe quel âge, ils ont adhéré à tous les logiciels que j'ai présentés là. Donc je pense que tout est adaptable et je sais que certains collègues PE utilisent certains des logiciels. Donc je pense qu'il n'y a pas, c'est pas une question de niveau pour le coup. Tac. Tu notes les questions. Y répond une star. La salle info ouverte toute l'année. Ouais, non, j'ai pris la salle info toute l'année. Enfin, on a 4 salles info, mais pour 17 profs qui l'utilisent assez régulièrement. Et pour le coup, j'ai un peu séquestré. Mais bon, après, j'avais un vrai projet et c'est qui va à la chasse perd sa place. Hein. Et bah voilà, bah merci, c'est très gentil. J'ai donc terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai quelques questions quand même, je suis chiant. Du coup, tu disais quelque chose qui m'intéressait. En tout cas, dans ton discours sur les classes inversées, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le bon sens et qui m'a vraiment intéressé. C'était l'idée de dire que tu as vu, grâce à cette manière différente de changer, en tout cas, tu as vu en tout cas que ça agit sur l'absentéisme. Et ça, je trouve que toi, il y a une plus-value sur le changement de pratique. Et bon, en LP, on le voit, je pense, encore plus au point de vue de l'absentéisme, sur finalement l'intérêt de l'école, en fait. Oui, tout à fait. Et chose qui est non négligeable aussi, c'est que sur... Pardon. Excuse-moi, je croyais que tu avais... Vas-y, excuse-moi, vas-y, je te laisse finir. Oui, je disais, une chose qui est non négligeable, c'est qu'entre le premier semestre où la classe inversée... Entre le premier semestre où la classe inversée était moins prononcée qu'au deuxième semestre, j'ai quand même gagné 2 points de moyenne sur le deuxième semestre, ce qui n'est pas négligeable sur 2 matières différentes. Alors, en plus, là, ce que tu dis, moi, je trouve ça intéressant pour ceux qui ont suivi les classes inversées. Là, tu nous fais une proposition de quelque chose que tu as pu évaluer. Parce que souvent, moi, je me rappelle quand on me demandait l'évaluation des classes inversées, c'était compliqué en termes de changement de notes. C'était plus sur la motivation, sur l'intérêt. Mais là, tu nous dis que toi, tu as pu voir de manière concrète une avancée, en tout cas une évolution, même dans les moyennes. Donc ça, c'est intéressant comme donnée, je trouve. Oui, après les évaluations n'ont pas été les mêmes puisque je n'ai fait sur le deuxième semestre aucun devoir sur table réel. Les évaluations étaient toutes sur des compétences, savoir-faire et savoir-être, qui étaient annoncées dès le départ. Ils savaient dès le départ sur quoi j'allais les évaluer. Et je pense que ça a aidé, enfin ça a été un tout qui a fait que j'ai gagné 2 points de moyenne sur 2 matières et dont l'éco-droit. Et l'éco-droit, c'est vraiment pas une matière facile pour eux. J'imagine bien. Ok. J'avais une deuxième question. Alors là, c'est ma question polémique. Du coup, tu utilises pas mal de logiciels et alors bon, Padlet, on sait que c'est devenu payant maintenant. Mais sur MindMaster, tu dis que tu rentrais les adresses des élèves. C'était ma question. Tu n'es pas embêté par rapport à la RGPD, tout ça, par rapport à ça? Les élèves se sont inscrits d'eux-mêmes, en fait, par en perso entre guillemets. Hein. Ils ont utilisé leur adresse qu'ils utilisent au lycée qu'ils ont donnée au lycée à la base. Et du coup, je les inclus par leur adresse dans laquelle ils se sont inscrits sur MyMaster avec l'adresse qu'ils ont donnée au lycée. Donc après, avec la RGPD, je suis pas encore assez calée pour te répondre sur ça. Je suis partie du principe qu'ils ont tous fait signer déjà un droit à l'image et que comme c'est l'adresse qu'ils ont donnée au lycée au départ, je suis partie du principe que
c'était bon, mais je suis pas encore calée. Je suis en train de faire des formations sur la RGPD, donc je pourrais peut-être te répondre un peu plus l'année prochaine. Super. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Mélanie Fiona. Donc je suis prof de SVT, je suis dans l'Académie de Versailles. Moi aussi j'ai des enfants qui crient. Aujourd'hui je vous parle du Seedscape. Et donc le Seedscape en fait c'est un site qui a été créé il y a 1 an et demi, 2 ans par mon collègue Patrice Nadan qui est aussi professeur de SVT mais dans l'Académie de Créteil. Et qui au départ en fait était un site qui avait été créé pour pouvoir compiler des escape games pédagogiques créés par les stagiaires de Patrice lors de différentes formations, lors de formations en fait sur les escape games et des formations aussi sur les outils numériques. Et puis, progressivement, donc depuis 2 ans, il a changé de forme et surtout il il a un peu évolué au niveau de ses objectifs parce que finalement les stagiaires de Patrice, ils partageaient pas tellement tant que ça leurs escape games. Mais voilà, c'est des collègues de toute la France et même au-delà de la France en fait qui nous envoient leurs escape games pédagogiques qui sont déposés sur le site et analysés. Donc ça, on y tient. Donc c'est à la fois c'est un site de partage et d'analyse et de réflexion sur les escape games pédagogiques. Donc je vous ai mis le flyer en fait où vous retrouvez le QR code pour pouvoir accéder au site et vous avez le lien aussi. Et puis en fait on a essayé de lister un petit peu ce qu'on est. Donc nous on est des enseignants bénévoles, généralement on est souvent formateurs et on a aussi depuis peu une collègue qui est médiatrice scientifique dans la région de Bordeaux. Donc qui intervient plutôt auprès de musées ou d'événements, etc. Et donc on réfléchit tous ensemble en fait autour de l'utilisation de ce format de jeu qui est très immersif pour soutenir les apprentissages des élèves ou de nos stagiaires, puisque comme je vous disais, on est tous formateurs. Donc l'idée en fait, c'est de proposer énormément de ressources. Après, je suis en train de me dire qu'en fait, j'ai même pas défini ce que c'était qu'un escape game pédagogique. J'ai présupposé que vous étiez au courant. Bon, je pense que vous savez quand même, mais je vais quand même redéfinir peut-être. Un escape game, si vous avez déjà vécu, hein, c'est un défi d'équipe. Généralement, dans les escape games grand public, on est 5 ou 6, et puis on est enfermé dans une pièce, et donc il y a un défi, il y a des énigmes pour pouvoir sortir de la pièce, tout ça en un temps limité. Et là, l'idée des escape games pédagogiques, en fait, c'est de reprendre ce format-là, mais en l'adaptant au contexte et aux élèves et aux stagiaires. Donc il y a tout l'aspect pédagogique, c'est-à-dire que les énigmes, le défi reposent doivent servir les objectifs pédagogiques de l'enseignant ou du formateur. Donc ça peut être des objectifs juste de cohésion, ça peut être juste le fait de faire une émulsion qui puisse engendrer de la collaboration au sein de la classe. Ça peut être pas mal de faire par exemple ce genre de choses avec les élèves en début d'année pour engendrer justement de la collaboration, de la coopération. Et puis, ça peut être aussi de la révision de choses qui ont déjà été vues. Donc, une manière tous ensemble de revoir des notions dans un contexte différent. Et puis, ça peut même être carrément de la découverte. Moi, j'utilise facilement en fait un escape game que j'ai pas créé moi, mais qui me permet de faire découvrir aux élèves la structure de l'ADN. Et ça fonctionne pas mal parce qu'ils sont vraiment, vraiment dedans et ça change énormément d'une activité classique. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le site? Donc on a essayé de développer vraiment la partie réflexive. Donc toujours pareil, hein, d'une part du côté des apprentissages des élèves, mais aussi de la posture de l'enseignant, parce que dans un escape game, l'enseignant, il n'est pas du tout en frontal, ça c'est sûr, mais limite, il n'est même pas à côté. Il doit laisser ses élèves jouer, ou ses stagiaires jouer, et essayer de s'immiscer le moins possible et de savoir doser ses coups de pouce. Et je trouve que c'est vraiment une belle image de ce que devrait être un enseignant, alors pas tout le temps, mais pouvoir à un moment donné lâcher prise justement et laisser ses élèves réfléchir tous ensemble, se tromper, discuter, réessayer, être obligé de s'écouter parce que c'est pas toujours le bon élève de d'habitude qui a la bonne solution en fait. Ça peut être mettre en valeur des intelligences différentes, ça peut mettre en avant des élèves qui d'habitude sont très très discrets et puis en fait eux ils ont le truc, eux ils comprennent, eux ils ont trouvé l'astuce, etc. Donc c'est vraiment des situations très différentes des situations habituelles. Et donc voilà, donc c'est vraiment une pratique que moi j'ai testée pour la première fois il y a bientôt 2 ans à Ludovia, donc pas l'année dernière, l'année d'avant.
Au départ, j'ai testé sur des adultes et ça fonctionne vraiment énormément sur des adultes, surtout quand ils sont profs. Puis ensuite, j'ai testé sur des élèves et ça fonctionne aussi bien. Alors, avec toujours un peu des difficultés, en fait, quand même, hein, puisque les élèves, quand on les met dans un jeu, bah, après, il faut les en sortir. Et parfois, ils ne savent pas sortir de l'esprit jeu. Donc, toute l'importance derrière, justement, d'avoir prévu un temps de débriefing pour pouvoir leur faire parler à la fois de ce qu'ils ont vécu, mais de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont compris, de l'intérêt de ce jeu-là dans un contexte scolaire. Et donc voilà, c'est vraiment une pratique en fait sur laquelle j'ai pas mal réfléchi. Ça a été aussi mon sujet de CAFA de cette année. CAFA, c'est certificat d'aptitude à la formation de formateur, je sais jamais le dernier A, académique, je crois. Et donc voilà. Oui, je crois que j'ai dépassé le temps. Alors, Julian Alvarez, alors je regarde les questions, mais à l'envers. Julian Alvarez, oui, j'ai déjà rencontré Julian Alvarez, en fait, l'année dernière. En fait, depuis 2 ans, il y a un prix qui est décerné, enfin, un colloque, en fait, qui existe, qui a lieu dans le Nord, et que Julian Alvarez, donc du Nord, en fait, c'est de où, de Valenciennes? C'est à Valenciennes qu'il travaille, hein, Julian Alvarez? Je sais plus. Donc, bref, qui l'organise. Oui, Sébastien? À Villeneuve-d'Ascq, il est, je crois. Ah Travaille oui, avec c'est à ses Villeneuve-d'Ascq. Mais en fait, voilà. voilà, c'est ça. Et il y a Ils 2 ans, sont en fait, la cérémonie, donc c'est les Serious Escape Game Awards, en fait, c'était à Valenciennes et l'année dernière, c'était à Villeneuve-d'Ascq. Et avec Scape, en fait, on a reçu 2 prix, en fait, l'année dernière, à la fois pour, alors moi, un de mes escape games créé pour des élèves et qui a été ensuite adapté pour les professeurs. Et aussi, avec donc mes collègues de Scape, on a créé un escape game de formation qui est un petit peu, qui s'appelle Escapé et qui est un peu une mise en abîme en fait. C'est-à-dire que c'est un escape game, mais pour comprendre comment est construit un escape game. Et donc c'est une espèce de grosse enquête policière, mais vraiment à la façon escape game. Et donc voilà. Merci, super. Alors je regarde s'il y a d'autres. Oui, vas-y. c'est pour quel niveau? C'est Marie Alors qui te sur demandait le sur site, le en site. fait, d'accord. Sur le site, il y a vraiment absolument tous les niveaux. C'est-à-dire que, au départ, on avait beaucoup de collèges-lycées, mais en fait, on a de plus en plus de collègues du primaire et même des collègues de maternelle. On a notamment une collègue qui s'appelle Nathalie Gay, qui est dans l'Académie de Versailles et qui a déjà créé 3 ou 4 escape games pour la maternelle, mais aussi pour une classe Ulysse, par exemple. Et puis, on a aussi pas mal de collègues, même au niveau universitaire, et puis des formateurs d'enseignants aussi. Donc, on a vraiment tous les niveaux sur notre site. Site pour quel niveau? Alors, je me souviens, vous parlez de Scape dans un colloque sur les sons, super. Du coup, j'en profite, Mélanie, pour rebondir. Du coup, Scape fait partie des collectifs amis. Du coup, vous avez toutes les infos de Scape sur l'appli. Du coup, vous avez le lien vers le site que j'ai mis pour l'instant, où vous pouvez retrouver le site sur l'appli, ce qui fait que vous avez Scape sur votre téléphone. Sur ça. Ouais, j'ai enseigné au fils de Patrice, c'est cool ça. Voilà, l'autre chose sur Skype, mais Mélanie s'est déconnectée du coup, mais ce que je trouvais intéressant dans la démarche de Skype, justement, parce que bah, moi j'ai beaucoup de mal en langue à me mettre sur l'escape game parce que j'ai toujours peur de me dire, de me garder du temps, dont Mélanie parlait sur le débriefing qui me paraît important, c'est-à-dire le retour réflexif de l'activité sur bah, qu'est-ce que les élèves ont vraiment appris et tout ça. Et c'est toujours compliqué dans un créneau de 55 minutes de prendre ce temps-là. Du coup, moi, j'ai plus fait, quand j'ai essayé des escape games un peu plus petits. Sur les escape games, j'ai assisté, parce que j'ai participé au Journée du numérique à Poitiers, à un atelier par une prof d'espagnol et puis sa collègue, je crois, prof d'histoire. C'était un peu le principe de l'escape game, mais c'était plutôt un intergame, comme elles appelaient. Où en fait, le principe, c'était pas de sortir dans une pièce, mais c'était de résoudre des énigmes pour rentrer dans un lieu. Et je trouvais ça intéressant comme démarche symbolique de se dire que le but, c'est de pouvoir rentrer dans quelque chose. Et j'ai trouvé ça intéressant. L'escape game comme peut-être découverte d'un thème qui permet de rentrer sur la symbolique. Je trouvais ça intéressant. Voilà. Après, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça que je trouve intéressant de faire parler Mélanie, et puis parce que ça faisait partie de Skype aussi, c'est vraiment le travail réflexif qu'il y a sur ce site que je trouve intéressant. C'est-à-dire que
c'est pas que des escape games qui sont présentés, il y a aussi toute une démarche quand on se pose la question réflexive. Oh oui, pardon, c'était pas à Poitiers, c'était à Niort, pardon, je suis désolé. Oui. C'est parce qu'après, comme pour moi, comme j'ai quitté mon académie, c'était l'académie de Poitiers, mais oui, donc le Radum, c'était à Niort. C'est vraiment intéressant. Mais le lendemain, Ah, mais c'est vrai, maintenant que j'y pense. Oh là là, la honte. Enfin bon, passons. Le gars qui n'est pas physionomiste pour le sud. Donc, ce que je voulais dire par contre, c'est que sur le Seascape, moi, ce que je trouve super intéressant quand j'y suis allé et que j'ai regardé, c'est vraiment la réflexion qu'il y a derrière, c'est-à-dire toute la réflexion pédagogique qu'il y a derrière les escape games, qui du coup, au début, moi, j'étais assez réticent sur l'escape game d'un point de vue pédagogique, mais là, j'ai trouvé que l'idée de la réflexion qu'il y avait derrière et de se poser des questions et de questionnement, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, du coup, Mélanie est revenue et du coup, elle n'a pas entendu tout ce que j'ai dit sur elle. Donc voilà, donc Alors oui, je suis désolée, j'ai eu une grosse coupure, j'ai l'impression. non mais c'est pas grave, du coup j'ai pu dire plein de choses sur toi, entendu. Mais du coup en fait je me dis que tu n'entendras pas, mais en fait je me suis fait gauler parce que tu pourras réécouter sur le replay tout ce que j'ai dit sur toi en fait. Ah bon, ça va, enfin, c'est bon, il y a enregistré, on va écouter. Non, mais je disais en gros, pour résumer, je disais que ce qui m'intéressait sur le Sound Escape, c'était vraiment la réflexivité et réflexion sur l'escape game, où il y a vraiment une vraie réflexion pédagogique et pas uniquement la création ou la mise en place, et ça m'intéresse. Je trouve le questionnement qu'on peut avoir autour de l'escape game. Ouais, on essaie vraiment de contourner le sujet, mais de prendre le sujet vraiment dans tous les sens. À la fois parce quand on veut créer, concrètement, quels sont les conseils. Donc, on a pas mal d'infographies, on a des articles d'aide à la création, mais aussi, ce qui nous interroge beaucoup, c'est le pourquoi. Et souvent, en fait, quand quelqu'un veut faire un escape game, sa première motivation, sa première idée, c'est de motiver ses élèves. Et c'est vrai, hein, c'est hyper motivant pour les élèves, mais c'est vraiment pas du tout la seule chose qu'on va faire travailler. Il y a vraiment toutes les compétences autour de la communication, la démarche d'investigation, quand on est prof de sciences, en plus, la démarche d'investigation, toute la coopération, collaboration, c'est vraiment énormément de choses. Ce que Patrice appelle aussi l'intelligence collective, c'est-à-dire apprendre à travailler en grand groupe, hein, pas seulement en binôme, à 2, à 3, à 4, mais parfois on est 9, parfois on est... voilà, je conseille pas de pas trop dépasser 9. Hein. Mais justement, comment un groupe peut réussir justement ensemble un défi en s'écoutant, en collaborant, etc., etc. Et comment un professeur peut faire en sorte que ce genre de truc ne soit pas seulement un super jeu, donc c'est un super jeu, c'est sûr, quand c'est bien fait, mais que ce soit vraiment au service des apprentissages. Tout à fait. Du coup, juste Mélanie, donc, du coup Nicolas nous a raconté qu'il avait enseigné au fils de Patrice. Ah oui, c'est vrai? Ah. Ouais, c'est marrant. Le monde est petit, c'est génial. Et Ouais, c'est pour marrant. rebondir sur une question de Marie, c'est quels sont les retours sur la rétention des compétences? Les retours sur La rétention des J'ai pas entendu. compétences. Alors, la rétention de la compétence. C'est vrai que c'est pas évident. En fait, il n'y a pas encore énormément de littérature, mais genre vraiment littérature de vraie recherche pédagogique en fait sur les escape games. Il y en a beaucoup autour du jeu de manière générale. Donc, généralement, on s'appuie plutôt justement sur les recherches autour du jeu. Et en fait, la rétention de à la fois des compétences et des notions qu'ils ont pu rencontrer, en fait, c'est beaucoup fonction du fameux débriefing et de la manière dont le professeur a inséré ça, en fait, et a présenté ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer de but en blanc dans le jeu. Moi, ce que j'aime bien faire d'ailleurs, hein, c'est immerger vraiment les élèves dans le jeu très rapidement. Mais à un moment donné, il faut vraiment les faire sortir de là et d'avoir cet aspect un peu métacognitif justement de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a appris. Et puis moi, ce sur quoi j'insiste beaucoup, enfin en tout cas avec les élèves, moins avec les stagiaires profs, c'est que derrière, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une trace écrite. Et donc, il faut vraiment que les élèves continuent finalement la collaboration dans la demi-heure qui vient. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir bien calibré sa séance. Hein. Mais que vraiment, tous ensemble, par exemple, ils construisent une carte mentale. Par exemple, ils forgent, enfin, ils travaillent tout de suite justement les compétences, en fait, les notions qu'ils ont rencontrées.
C'est vraiment la qualité du débriefing et la manière dont il aura été prévu qui va permettre d'asseoir plus la mémorisation. Il y a à la fois les émotions fortes qui ont été vécues, mais si derrière il n'y a pas le débriefing, ben, ils retiendront que les trucs marrants, le cadenas qu'ils ont ouvert, etc. et pas les lignes forcément pédagogiques qu'il y avait derrière. Ok. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Alors, sinon, moi j'ai un scoop. Allez-y. Moi j'ai un scoop. Vous voulez un scoop? Allez, tu Allô, vas allô? nous attiser. Oui. Ah bah. Non, non, en fait, sur le site, en fait, vous avez aussi accès à un livre, un ouvrage, un recueil qu'on a écrit donc, avec les collègues de Skate, qui est au format PDF et donc qui est téléchargeable gratuitement. Mais en fait, c'était le début en fait de notre réflexion autour de cet ouvrage. Et ben là, on a signé pour pouvoir l'éditer. Donc, dans quelques mois, en fait, l'ouvrage sera édité. Alors, je dis pas encore par quelle maison d'édition, j'attends un petit peu, mais enfin, on n'est pas censé le dire tout de suite. Mais voilà, il y aura donc un ouvrage. Alors, en gros, la base, vous l'avez déjà gratuitement en fait en format PDF, mais fortement enrichi, enrichi en illustrations aussi, qui ont été faites par Grégory Michny et aussi tout un important volet autour des escape games utilisés par les formateurs qui seront en supplément dans l'ouvrage. Donc voilà, c'était le scoop. Super. Attends. Bon, super. Ouais. Ben, en tout cas, je ne sais pas si vous avez encore des choses à nous partager, des choses comme ça, parce que ben, c'était bon. Ben, c'était juste, du coup, j'en Merci. profitais juste pour vous remercier les uns et les autres. Super témoignage. Du coup, j'espère que ça donnera envie à des personnes de se proposer pour pouvoir témoigner la prochaine fois. Je pense que du coup, sur les visios, là, c'était pour moi, enfin, il me semble que ça va être la dernière de l'année parce que je pense que juillet, août, on ne fera pas de visio, on va se reposer un petit peu. On va continuer Patchwork quand même de cette manière-là. Et puis nous, on va réfléchir pour refaire une visio de rentrée en septembre, se retrouver un petit peu. Une fois de plus, je tenais à vous remercier sur Patchwork. Ça prend de l'ampleur, mais je trouve de l'ampleur pas. Le but n'est pas que ça prenne de l'ampleur, genre tentaculaire, mais en tout cas, je trouve que c'est super riche et il faut qu'on continue comme ça. Je trouve qu'on est sur le début des choses et franchement, il y a une bonne dynamique. Moi, je vous le dis quand même parce que je suis toujours comme ça. Ça m'a trop reboosté, franchement, depuis l'idée de Patchwork. Moi, je me sens reboosté dans mon métier. J'ai l'impression de recommencer une nouvelle carrière, on va dire, pour moi. Donc, j'avais changé il y a 4 ans et j'ai l'impression de recommencer maintenant grâce à Patchwork et donc grâce à vous et grâce à cette dynamique, parce que j'ai l'impression que là, on a, pour moi, le cœur de métier avec Patchwork. On a pour moi des réflexions qui sont le cœur du métier, c'est-à-dire des réflexions qu'on pousse entre nous, enfin qu'on partage. Donc, je voulais déjà tous vous remercier et remercier aussi ceux qui ne sont pas pu venir ce soir, mais qui du coup se reconnaîtront dans les remerciements sur ça. Remercier encore tous les poussins qui font un travail super, vraiment, mais du taf de malade et vraiment super. J'espère que du coup, ça ne vous épuise pas trop. Voilà, et je voulais vous remercier pour ce soir. Je voulais, voilà, je vais pas passer 3 heures à vous remercier parce que, en gros, j'essaye de faire court, mais si c'est pour passer 3 heures à vous remercier, on va pas s'en sortir. Du coup, je vous retrouve sur le Slack, sur le site, sur l'appli, enfin voilà. Et puis, je vous dis merci à tous et puis je vous dis une bonne soirée. Et puis, on se retrouve très vite d'une manière ou d'une autre. Et puis, on vous tient au courant des nouveautés, des choses qu'on vous prépare. N'oubliez pas les défis, n'oubliez pas les mini-jeux. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Voilà, je vous dis bonne soirée et à très bientôt à tout le monde. Au revoir.